Bon, le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, ça concerne le casting de Donald Trump, casting détonnant, on peut le dire. Futur gouvernement donc qui prendra ses quartiers à la Maison-Blanche en janvier. Elon Musk aura la lourde tâche d'améliorer l'efficience d'une administration américaine trop dépensière, selon Trump. Donc Musk, rôle du cost killer, à la tête d'une administration, pas d'un ministère, je le précise. Il va tenter de réduire de 2000 milliards de dollars le budget de l'administration américaine. C'est 3 fois le PIB de la Belgique. Quand même, gros enjeu. 2000 sur 6000, si ma mémoire est bonne. Avec ce slogan qui ne vous a pas échappé, Olivier d'Artigol, Make Government Fun Again. Oui. Petit clin d'œil à Make America Great Again. Nous verrons comment les choses se passent. Il s'agit de la plus grande fortune mondiale. J'ai souvenir de la manière dont il s'y prend pour dégraisser un peu les effectifs quand il est arrivé à la tête de Twitter, devenu X, et notamment en sabrant tous les services de modération, ce qui fait que Twitter est devenu un véritable cloaque quand on y passe un peu trop de temps. Donc nous verrons la manière dont il se comporte. En tout cas, l'administration Trump se caractérise par une préparation véritablement beaucoup plus forte de Donald Trump pour exercer la responsabilité. Ses équipes étaient moins préparées lors de sa première élection, avec un critère, celui de la fidélité. Ouais, la loyauté. C'est-à-dire que là, vraiment, il a serré les rangs autour de lui. Il a pu voir, y compris les comportements des uns et des autres dans sa conquête du Parti républicain. Donc c'est une équipe resserrée de Trumpistes, avec, nous verrons, des compétences plus ou moins avérées. Musk, dans la mission qui lui est donnée, ça va être très intéressant à suivre. Et voilà, ça pourrait peut-être inspirer nos politiques français ou pas. Vous avez vu que le ministre Kasparian a demandé, a dit, moi je veux bien aussi qu'on en discute pour voir comment dégraisser le mammouth, Jean-Claude Dacier, sur ces personnalités inexpérimentées parfois, opposition controversée, qui vont jusqu'à dérouter le camp républicain quand même autour de Donald Trump. On a parlé évidemment d'Elon Musk, mais il n'y a pas que lui. C'est le choix de la loyauté des gens qui sont sur sa ligne politique, donc nul doute, soyons prudents, qu'il va appliquer la politique qu'il a amenée là où il est, avec une élection qui est sérieusement gagnée. Je dis pas aussi largement qu'on l'a dit le lendemain de l'élection, mais néanmoins, il a tous les pouvoirs que la Constitution lui donne. Ça, c'est sûr. Tous les pouvoirs. Je dirais que j'ai apprécié, moi, le rendez-vous de 2 heures avec Biden. Alors, vous l'avez vu, cette séquence, pour nos auditeurs, voilà. Oui, c'est un feu à gaz, non, c'est une cheminée à gaz. C'était du gaz. Il y a eu beaucoup de discours sur cette espèce de flambée de voix derrière qui paraissait incroyable. C'était du gaz, je peux vous le dire. Que ça, vous êtes un spécialiste des chaudières. Oui, j'ai une cheminée chez moi, et effectivement, quand vous mettez du bon vieux bois tranquille dans la cheminée, ça donne pas ça. Donc, c'était du gaz, c'est classique. C'est une information exclusive Europe 1 qu'on vous révèle à 13h52. Mais je trouve que là, Trump, après avoir été d'une vulgarité rare pendant la campagne, s'est comporté admirablement bien. Biden aussi a formidablement bien joué le jeu. Il a essayé de convaincre Trump, si j'ai bien compris, de garder le soutien à l'Ukraine. Nous verrons ce que tout ça donnera. On va tout faire pour vous aider. On va vous laisser la cérémonie de passation de pouvoir, c'est quand? C'est le 2 ou 3 janvier, c'est ça? 6. Ouais, c'est début janvier. 6 janvier, sans doute, as-tu raison. Se présente bien, ils seront tous là, et il y aura une passation de pouvoir, ce qui n'avait pas été le cas la fois précédente. Donc là, ça va bien se passer. Maintenant, le 6 de mémoire, c'est la certification des votes au Congrès. Oui. Puisque cela s'était mal passé au Capitole. Ça, c'est encore autre chose. Là, tous ceux qui sont nommés, en principe, doivent être approuvés par le Sénat ou par le Congrès. Il n'est pas dit que Trump se plie à cette c'est pas une coutume, c'est une vérité politique. Et il prêtera serment le 20 janvier. Le 20 janvier. Donc nous verrons comment tout ça va se passer. Quant à l'alliance, au mariage, au rapprochement entre Musk et le président Trump, je suis là encore prudent. Je me demande comment ça va se passer. C'est une mission temporaire, il va pas rester tout le monde. Il a raison. C'est une mission d'économie des frais de l'État fédéral américain dont il est le premier à bénéficier. Et oui, avec les voitures, avec l'espace, c'est lui. Donc je suis un peu troublé par cette coexistence difficile entre le gars qui profite d'une main et le gars qui sanctionne de l'autre. Je ne doute pas que le président Trump et M. Musk sachent respecter plus que les formes la réalité du pouvoir.
Olivier d'Artigol, je reviens juste sur cet entretien entre Biden et Trump. Est-ce que vous avez vu le sourire de Joe Biden tout au long de cet entretien? Comme si il n'était pas mécontent d'accueillir Donald Trump, mais finalement pas mécontent non plus. Peut-être que Kamala Harris se soit fait souffler de la sorte. C'est un vieux classique du pouvoir. Je ne sais, vous savez, François Mitterrand n'était pas totalement mécontent d'accueillir Jacques Chirac de mémoire. Oui. C'est un vieux classique de la vie politique, notamment, le contraste notamment entre la brutalité de la campagne, notamment la violence des propos. Chez ces grands fauves. Mais là, cette image a réellement été apaisante. Pour aimer la vie politique américaine et la suivre depuis des années, je n'avais pas souvenir d'une telle campagne qui était totalement inédite dans la nature de ce qu'elle a pu donner, notamment du côté de chez Trump. C'est Philippe Labro qui disait dernièrement dans un article, cela aurait été inimaginable il y a encore quelques années. Donc le fait de les voir un peu atterrir avec de la politesse, puisque avec des relations humaines normales et courtoises et respectueuses, est un apaisement. C'est bien. Après, l'Amérique reste totalement clivée quand même. Ouais. Et vous ne pensez pas que Joe Biden finalement semblait pas content, c'est pas le mot qui correspond, que Kamala Harris se soit fait... mais vous avez sans doute raison. Dites ce que vous pensez. Voilà, mais il a été écarté d'un job qu'il voulait continuer de faire. Il a été écarté par l'état-major du Parti démocrate, avec le résultat qu'on connaît. Ils ont voulu tenter l'expérience Kamala Harris. Bon, je ne sais pas s'il était au niveau ou pas au niveau. 100 jours de campagne. C'est probablement, les conditions dans lesquelles il y est allé étaient compliquées. Il a été élu plus que largement, ce qui place quand même les démocrates dans une situation très pénible dans les années qui viennent. C'est peut-être Trump qui va, s'il fait attention à ce qu'il fait, il va peut-être s'installer durablement avec un successeur dans sa ligne dans 4 ans. Donc attention, les démocrates ont beaucoup de boulot, une incarnation à trouver et un programme à rebâtir. C'est pas rien. Merci Jean-Claude Dacier, Olivier d'Artigol. Je me suis encore régalé avec vous comme chaque jeudi. Et je remercie une fois encore les auditeurs, toujours plus nombreux à nous écouter. La grande famille Europe 1 s'agrandit. Vous êtes 347 000 auditeurs de plus sur cette dernière vague d'audience. Merci et à demain pour de nouvelles infos. C'était Céline Giraud de retour demain de 13h à 14h sur Europe 1 et un bon début d'après-midi avec notamment Stéphane Bern pour Au cœur de l'histoire de 15h à 16h. Stéphane Bern qui du lundi au vendredi vous fait le récit d'événements, de lieux et de personnages qui ont façonné l'histoire. Et tout à l'heure, Stéphane Bern retrace l'histoire de l'Aiglon, le fils de Napoléon au destin brisé. Au cœur de l'histoire de 15h à 16h et juste après, on de la raconte dans un instant. Vous retrouvez Christophe Ondelat sur Europe 1.